Salut tout le monde, c'est toujours Dr Soare Mamadou et je suis toujours en train de parler, n'est-ce pas, du système endocrinien et spécialement des pathologies au niveau du système endocrinien. Alors, aujourd'hui, l'organe principal c'est les glandes parathyroïdiennes. Alors, on va parler de ces 4 glandes qui se trouvent au niveau de la thyroïde. Alors, ces glandes parathyroïdiennes, leur rôle, c'est ce qu'on appelle la sécrétion de l'hormone parathyroïdienne. Alors ici, on sait qu'au niveau de la parathyroïde, il y a ce qu'on appelle les cellules C, ou encore les chief cells en anglais et les cellules chef en français. Alors le rôle de ces cellules-là est de sécréter de l'hormone parathyroïdienne. Et lorsque cette hormone est sécrétée, l'hormone va agir sur les intestins pour augmenter l'absorption du calcium au niveau intestinal, va aussi agir sur les os, spécialement sur les cellules qu'on appelle les ostéoclastes, de résorber si vous voulez, de détruire si vous voulez les os et envoyer le calcium dans le sang. Il va aussi agir au niveau des reins et il va demander aux reins de réabsorber beaucoup plus de calcium dans le sang pour pouvoir, n'est-ce pas, équilibrer le taux sanguin en calcium. Alors, ici, ce qui est très important à connaître, c'est que il y a des pathologies qui peuvent se passer à ce niveau. Notamment, on peut parler de l'hyperparathyroïdisme qui peut être primaire ou bien secondaire. On parle de l'hyperparathyroïdisme primaire lorsque la cause principale de la pathologie se trouve au niveau de la glande parathyroïde. On parle de l'hyperparathyroïdisme secondaire lorsque la cause principale de la pathologie se trouve au niveau, par exemple, rénal, par exemple. Donc, mais maintenant, au niveau de la réception, n'est-ce pas, de l'hormone parathyroïdienne. Alors, ici, je veux commencer directement avec l'hyperparathyroïdisme primaire. Et avant de rentrer dans le détail, je veux que vous compreniez, lorsqu'on parle de la régulation du taux de calcium ici, on se réfère toujours à la régulation du taux de calcium libre dans le sang. Parce que qu'est-ce qui se passe? On sait que dans le sang, il y a plus de 60% de calcium sont attachés à des protéines. Donc ces calciums-là ne sont pas concernés. Il y a aussi des calciums qui sont attachés à des phosphates. Ces calciums aussi ne sont pas concernés, mais c'est le calcium libre qu'on essaie de régulariser ici. En cas d'hyperparathyroïdisme primaire, et on a dit que la cause, c'est surtout au niveau de la glande, et la cause la plus fréquente, c'est l'adénome de la glande parathyroïde. Et l'adénome, ce n'est qu'une tumeur au niveau même de la glande, qui est la cause la plus fréquente dans plus de 80% des cas. Alors, en cas d'hyperparathyroïdisme primaire, nous avons des symptômes qui peuvent apparaître tels que l'hypercalcémie. Parce que on venait tout de suite de dire qu'en présence de tous ces hormones, nous allons voir plus de réabsorption de calcium au niveau intestinal, plus de résorption de calcium au niveau des os, et nous allons aussi avoir plus de réabsorption de calcium au niveau rénal. Tout ce calcium-là viendra se retrouver dans le sang, c'est qu'on va se retrouver avec une hypercalcémie. Alors il y a ce qu'on appelle aussi une néphrolithiase, c'est-à-dire des calculs au niveau des reins. Alors ici, la cause c'est que c'est simple. En présence de ce nombre élevé de calcium au niveau des reins, lorsque ce calcium-là s'accumule pour très longtemps, cela va favoriser, n'est-ce pas, la formation des calculs au niveau des reins. Alors il y a ce qu'on appelle une néphrocalcinose aussi, qui est aussi due, n'est-ce pas, à une augmentation du taux sanguin en calcium. Et il y a aussi ce qui est très important, il y a une dépression au niveau du système nerveux central avec des convulsions aussi. Alors qu'est-ce qui se passe? On connaît déjà le rôle du calcium. Le calcium est un activateur d'enzymes dans le corps humain. Alors, et au niveau du système nerveux central, qu'est-ce qu'on sait du calcium? On sait qu'il faut du calcium pour la libération, n'est-ce pas, de l'acétylcholine. Et l'acétylcholine, on se rappelle de beaucoup des activités de l'acétylcholine. L'acétylcholine a des récepteurs un peu partout dans le corps. Par exemple, il peut entraîner au niveau des poumons, il peut entraîner une hypersécrétion bronchique.
au niveau de la vessie, ils peuvent entraîner, n'est-ce pas, un ralentissement du vidage. Ils peuvent entraîner au niveau du tube digestif une hypersalivation par exemple, et notamment dans le cas des urostomie par exemple. Il peut aussi entraîner une hypersudation, il peut entraîner une vasodilatation, un ralentissement du débit cardiaque, n'est-ce pas? Donc l'acétylcholine a beaucoup d'activités dans le corps. Mais ici, la présence massive de calcium va peut-être entraîner la libération massive de l'acétylcholine, ce qu'on peut avoir certains signes, n'est-ce pas, tels que la dépression, tels que la convulsion, n'est-ce pas, au niveau du système nerveux central. Alors, qu'est-ce qui va se passer aussi? On peut noter aussi une pancréatite aiguë. Qu'est-ce qu'on a dit? Le rôle du calcium. Le calcium est un activateur d'enzymes. Alors, lorsque le pancréas sécrète des enzymes, ces enzymes, pour la plupart du temps, ne sont pas activées. Il va falloir que ces enzymes-là soient envoyées au niveau du duodénum pour être activées. Alors ici, qu'est-ce qui va se passer? On sait que la présence abondante du calcium va stimuler l'activité, n'est-ce pas, de ces enzymes-là et va les activer de façon prématurée. Alors lorsqu'il y a une activation d'enzymes au niveau des pancréas, cela peut entraîner, n'est-ce pas, une pancréatite, parce qu'il y aura une autolyse du pancréas par ses propres enzymes qui ne sont pas supposées être activées à ce niveau. Alors c'est pourquoi on peut se retrouver avec une pancréatite aiguë. Aussi, on peut avoir une constipation et un ulcère gastrique aussi, parce qu'on sait que la présence du calcium peut favoriser aussi l'hypersécrétion d'acide au niveau, n'est-ce pas, de l'estomac. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle une ostéite fibrosa, c'est que on a encore dit que l'hormone parathyroïdienne va agir sur les ostéoclastes et va les demander de détruire les os pour envoyer, n'est-ce pas, du calcium dans le sang. Alors, cette destruction des os peut entraîner ce qu'on appelle une ostéite, n'est-ce pas, fibrosa. Alors, au niveau de laboratoire, vous allez voir que le taux sanguin d'hormone parathyroïdienne est très élevé. Parce qu'on a dit qu'il y a une hypersécrétion, n'est-ce pas, de l'hormone parathyroïdienne à cause de la tumeur qui est au niveau de la glande parathyroïde. Et on sait encore qu'il y aura une augmentation du sérum en calcium. Parce qu'il y a non seulement les ostéoclastes qui envoient du calcium dans le sang, nous avons aussi des intestins qui absorbent beaucoup de calcium. Nous avons aussi les reins qui réabsorbent beaucoup de calcium. Donc tous ces calciums-là vont se retrouver dans le sang, donc entraîner une hypercalcémie. Donc le taux sanguin en calcium sera très élevé. Il y aura peu de phosphate dans ce cas parce que le problème, les reins fonctionnent normalement. Les reins vont continuer à excréter, si vous voulez, du potassium et du phosphate. Alors il n'y aura pas beaucoup de phosphate dans le sang. Comparativement comment on appelle, à l'hyperparathyroïdisme secondaire que je veux parler, vous allez voir que le taux de phosphate sera très élevé. Alors ici, le traitement, et avant le traitement, il y a une autre chose, c'est que le taux sanguin de ce qu'on appelle l'alcaline phosphatase sera élevé. Et parce qu'on a dit qu'en présence de l'alcalinité, c'est pourquoi les ostéoclastes peuvent dérober du calcium et pour l'envoyer dans le sang. Alors ça veut dire qu'en présence de l'acidité, c'est l'activité des ostéoblastes qui va se mettre en cours. Alors ici, le traitement, c'est un traitement chirurgical. Il faut enlever la tumeur pour pouvoir résoudre le problème. Alors ici, le second truc que nous allons parler, c'est l'hyperparathyroïdisme secondaire. Alors, dans l'hyperparathyroïdisme secondaire, il y a un excès de production d'hormones qui n'est pas une pathologie au niveau de la glande, mais cette fois-ci au niveau de la réception des hormones thyroïdiennes. Après la sécrétion de l'hormone parathyroïdienne, on a dit, va agir sur les intestins, va agir sur les ostéoclastes, mais va aussi agir sur les reins. Donc ici, en cas d'insuffisance rénale par exemple, donc le problème ce n'est pas au niveau de la glande est bien fonctionnelle et la glande sécrète ses hormones, mais au niveau de la réception, c'est-à-dire au niveau des reins, les reins ne répondent pas parce qu'il y a une insuffisance rénale. Alors, en cas d'insuffisance rénale, il y aura ce qu'on appelle, il n'y aura pas de réabsorption, n'est-ce pas, de calcium au niveau rénal. Alors, et il y aura beaucoup de phosphates qui ne seront pas excrétés aussi. Alors, lorsque les phosphates ne sont pas excrétés, ce qui va se passer, la présence de ces phosphates dans le sang
on sait que phosphate dans le sang aime toujours se lier avec du calcium. Donc il y aura des phosphates très élevés, un taux de phosphate très élevé dans le sang qui vont toujours chercher à s'attacher avec du calcium. C'est qu'il y aura un taux de calcium libre qui sera très déficient dans le sang, parce que tous les calciums que vous allez voir sont soit attachés à des phosphates, ou bien ils sont au niveau des os, ou bien ils sont, n'est-ce pas, attachés à des protéines aussi. Et lorsque ce calcium libre est bas encore, l'organe va demander, n'est-ce pas, à la glande de sécréter plus d'hormones parathyroïdiennes, parce que l'organe va penser que la cause c'est surtout un hypofonctionnement de la glande, alors que la cause ici c'est une insuffisance rénale. Alors, au laboratoire, vous allez trouver que il y a une hypersécrétion de l'hormone parathyroïdienne pour pouvoir compenser le problème, dont le taux de parathyroïde hormone sera très élevé. Vous allez voir un taux de sérum calcium libre sera bas, contrairement à l'hyperparathyroïdisme primaire, parce que le taux de calcium sera très élevé à ce niveau. Ici aussi, nous allons voir qu'il y aura une augmentation du sérum en phosphate, parce qu'on a dit que les reins ne fonctionnent pas. Si les reins ne fonctionnent pas, les reins ne peuvent pas, n'est-ce pas, envoyer dans les urines tous ces phosphates là. Ces phosphates vont rester dans le sang, donc le taux de phosphate sera très élevé ici, alors que dans l'hyperparathyroïdisme primaire, le taux de phosphate était très bas parce que les reins les envoyaient dans les urines. Alors il y aura aussi un taux d'alcaline phosphatase qui est très élevé, qui sera toujours très élevé, parce que les ostéoclastes sont toujours en train de faire leur travail. Alors, la prochaine pathologie que nous allons entamer, ce sera l'hypoparathyroïdisme. L'hypoparathyroïdisme, comprenez tout simplement qu'il y a une insuffisance de l'hormone parathyroïdienne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'hormone parathyroïdienne qui est sécrétée. Et ici, la cause peut être une destruction, n'est-ce pas, de la glande, qui peut être d'origine auto-immune. Et on a dit que à chaque fois qu'on parle d'auto-immune, ça veut dire que notre propre corps sécrète soit des anticorps ou encore des immunoglobulines qui sont dirigés contre notre propre organe. Donc ça peut être une cause auto-immune qui va détruire la glande et qui va causer l'hypoparathyroïdisme. Il peut y avoir une erreur chirurgicale où il y aura une excision, n'est-ce pas, de la glande parathyroïde, alors qui va donner une hypoparathyroïdisme. Il peut aussi être causé par ce qu'on appelle le syndrome de DiGeorge. Et le syndrome de DiGeorge, tout simplement, il faut comprendre que il n'y a pas la formation de ce qu'on appelle le troisième et le quatrième poche pharyngène. Donc c'est une anomalie congénitale, n'est-ce pas, qui date depuis le développement embryonnaire. Donc il n'y a pas la formation, n'est-ce pas, du troisième et du quatrième poche pharyngène. Ce troisième et ce quatrième poche pharyngène, ils sont supposés de donner la glande parathyroïde, sont aussi supposés de donner le thymus. Vous allez voir que certains de ces patients aussi, il n'y a pas la formation de thymus aussi. Alors, cliniquement, voilà des patients qui vont se présenter avec des engourdissements, des picotements, et il y aura un spasme musculaire aussi, c'est-à-dire des contractions du type tétaniforme, du type de tétanos, et au niveau des muscles. Il y aura une diminution du taux de parathyroïde hormone, parce qu'on a dit qu'il y a un hypoparathyroïdisme, et il y aura une diminution du taux de calcium sanguin, parce qu'il faut de l'hormone parathyroïde pour la réabsorption de calcium au niveau des reins. Il faut de l'hormone parathyroïde pour ce qu'on appelle l'absorption de calcium au niveau des intestins, et il faut de l'hormone parathyroïdienne pour pouvoir activer les ostéoclastes, n'est-ce pas, et à démolir les os pour envoyer du calcium dans le sang. Alors, il y a beaucoup d'autres pathologies au niveau de la glande parathyroïdienne, mais il y a les cancers par exemple, ou encore il y a ce qu'on appelle du pseudo-hypoparathyroïdisme. Bon, on ne va pas vraiment rentrer dans tous ces détails parce que ceux-là ne sont pas très pertinents ici.